Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Taloche, votre chaîne qui parle du catch qui claque. Aujourd'hui, je vais parler de la nuit 2 de ce WrestleMania. Je vous invite bien sûr à aller regarder ou à aller écouter plutôt la vidéo concernant la nuit 1 de ce WrestleMania qui est précédemment sur la chaîne, bien sûr, si vous voulez un petit peu suivre mon avis dans la globalité, bien sûr. J'en reparlerai à la fin de la vidéo, vous inquiétez pas de mon avis global sur le show. Avant de commencer cette critique, je fais mon autopub, je me permets, on est sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, @lataloche et @taophilpw. Et également, si jamais vous voulez me soutenir dans les chaînes YouTube, dans mon travail, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, à mettre un commentaire et un j'aime, et pourquoi pas même partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir. On attaque directement, sans aucune transition, directement cette nuit 2 avec bien sûr Titus O'Neil et Hulk Hogan, les deux hosts de ces deux nuits qui viennent nous accueillir pour nous présenter un petit peu cette nuit 2. Les deux viennent un petit peu en pirate, voilà, ils viennent en pirate totalement, on est dans le thème, on est raccord. C'était pas foufou, mais apparemment voilà, il faut le faire, donc on l'a fait. Merci à vous deux les hosts, on se retrouvera plus tard dans la soirée. Le premier match, l'opener de ce show, c'est un opener étonnant, je m'y attendais pas du tout. C'était Randy Orton contre Bray Wyatt, le Fiend. Je m'attendais pas du tout que ce soit un opener, c'est quand même la réalité qui est construite depuis le plus longtemps possible dans cette carte de ce WrestleMania 37. Et du coup, je m'attendais à ce qu'il ait une place un petit peu plus lointaine, un petit peu vers le main event, pourquoi pas. Mais ce n'a pas été le cas, c'était directement l'opener. Randy Orton arrive dans cette magnifique tenue blanche qui fera raccord avec son ancien camarade du Wicked RKO un petit peu plus tard dans la soirée. Et du coup, forcément, on a voilà, Randy Orton qui arrive. Prestance, Randy Orton commence à vraiment avoir une certaine prestance de vétéran. Ça fait un petit peu bizarre hein, quand on a suivi toute sa carrière que Randy Orton soit un petit peu le patriarche de ce roster. Mais voilà, il fait une petite pique à Mandy Rose lors de son entrée en faisant semblant de glisser, ça m'a fait plaisir, c'était rigolo, même si j'ai trouvé que c'était totalement hors sujet par rapport à cette rivalité qui est pour le coup assez, je vais pas dire sérieuse au sens propre du terme, mais importante en tout cas, et je trouvais que ça desservait en tout cas vachement le match en fait, la rivalité, tout ça, cette petite pique, même si j'ai pu comprendre pourquoi. La deuxième arrivée, bien sûr, c'est le Fiend qui arrive premièrement dans les vestiaires avec ce masque brûlé qu'il a depuis maintenant quelques semaines, et qui se métamorphose voilà, d'un seul coup avec son ancien masque, qui arrive du coup pour faire son entrée. Mais c'est pas lui qui arrive tout de suite, c'est Alexa Bliss qui arrive bien sûr, en tenue bien sûr de petite fille qui joue, toujours un petit peu creepy, hein, tout ça, avec son maquillage un peu brûlé, voilà, autour des yeux, c'était assez spécial. Le maquilleur d'ailleurs s'est fait plaisir hein, durant ces deux nuits de WrestleMania, si vous avez pu regarder, c'est vrai que voilà, il y a plein de paillettes, vraiment. Alexa Bliss du coup qui arrive dans cette tenue de Alexa Playground, et qui arrive à côté de cette boîte à jouets, comment on pourrait dire ça, boîte à danse, boîte à musique, ce sera le terme approprié, qui arrive et qui la tourne, bien sûr, une gigantesque boîte à musique qui est à côté du ring, qui la tourne et qui sort de cette boîte à musique, c'est bien sûr le Fiend qui fait face à Randy Orton. C'était une image vraiment très très cool, hein. J'adore ce genre d'image du côté de WWE, là c'était digne d'un film, hein, clairement le regard entre les deux, c'était impressionnant. Et le Fiend qui se retourne, qui regarde du coup la rampe d'entrée, Randy Orton un petit peu interloqué, et Bray Wyatt bien sûr se retourne et saute directement depuis la boîte jusque sur le ring pour attaquer Randy Orton. Le match en lui-même est honnêtement pas foufou, ça m'a pas forcément déçu, parce que vu les deux catcheurs, je m'attendais pas non plus à un 5 étoiles ou à un enchaînement de Canadian Destroyer, pas du tout, mais j'ai trouvé que c'était quand même très correct, mais on aurait pu en attendre plus. Même si je pense également que la décision finale nous a un petit peu tous refroidis. Donc on a ce match hein, qui se passe assez classiquement, ça a très bien fonctionné, malgré cette lumière rouge qui moi m'a un petit peu embêté. Le moment moi qui m'a vraiment plu, c'est surtout à l'extérieur, quand Randy Orton porte sa souplesse arrière directement sur la table des commentateurs, et que Bray Wyatt, en tout cas The Fiend, se relève directement et lui met ensuite son mandible claw à l'extérieur. Je trouvais ça super impressionnant, c'était très très bien fait. Mais voilà, c'est un petit peu déçu de ce match-là, il faut quand même l'avouer. Même si Randy Orton a quand même dû frapper fort pour essayer de mettre à mal The Fiend, et j'ai envie de dire heureusement.
Le match tourne un petit peu court au moment où The Fiend veut porter le Sister Abigail et qu'à ce moment-là, des flammes explosent. On peut dire, qu'est-ce que c'est Kane qui arrive? Pas du tout. C'est Alexa Bliss qui sort de la boîte avec cette couronne d'épis, un petit peu comme César, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire avec un grand H, qui saigne du pétrole apparemment, qui saigne du sang noir. Du coup, ça interloque bien sûr The Fiend, et il se fait avoir par un RKO et un tombé rapide de Randy Orton, qui préfère s'enfuir. Le match se termine avec The Fiend qui regarde Alexa Bliss, les deux se regardent et les lumières s'éteignent et ils disparaissent. Voilà, c'était très très étonnant. Bien sûr, hein, on se doute que c'est pour créer une suite autour du personnage de The Fiend, mais je trouve ça, j'ai du mal à me dire que c'est super cool, parce que le Fiend, bah, il revient pour ça. Et c'est réellement embêtant, je trouve. Voilà, on l'a pas vu depuis... officiellement, on l'a pas vu depuis décembre. Même s'il a fait son retour à Fastlane, on n'a pas vu grand chose. Et il revient pour enfin ce match-là. Et malheureusement, ça tombe à plat, je trouve. Ça tombe à plat. Le Fiend est vraiment, je trouve, pas du tout bien utilisé du côté de WWE. L'idée de base est incroyable. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on patauge. Voilà, j'ai l'impression qu'on essaye de mouler quelque chose autour, mais sans réelle consistance. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils font ça, pourquoi est-ce qu'ils essaient de faire quelque chose comme ça, parce que ça tourne en rond. Voilà, ça tourne en rond. Le Fiend me désintéresse, alors que c'était quand même l'un des projets qui m'intéressait le plus à la base, et je trouve ça extrêmement dommage. Du coup, j'en ai profité d'ailleurs, je fais une petite aparté, je parle pas forcément que de WrestleMania, mais tout ce qu'il y a autour, parce que c'est un petit peu ma critique. La WWE a partagé sur sa chaîne YouTube le match de l'année dernière, le Bray Wyatt, même si on peut appeler ça un match entre gros guillemets, le match de Bray Wyatt et John Cena, qui, pour moi, je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre, hein, bien sûr, que le Fiend Bray Wyatt et John Cena l'année dernière, pour moi, c'était une masterclass, c'était incroyable, c'était un ovni. Je m'attendais pas à grand chose, hein, quand j'ai lancé le show à la base, mais quand j'ai vu ce qu'ils nous ont proposé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable, j'ai l'impression qu'il y a une liberté créative derrière, impressionnante, chose qui est très étrange venant de Vince McMahon et de toute la production WWE, mais j'ai l'impression que les deux ont eu limite carte blanche pour écrire ce qu'ils voulaient, et qu'on est à WrestleMania, et c'était impressionnant. Je pense, je l'ai dit sur Twitter bien sûr, mais je pense réellement que le Bray Wyatt John Cena de l'année dernière, c'était une masterclass. C'était quelque chose d'incroyable et que les gens n'ont pas réussi à, je pense, capter comme ça devrait être. C'est vraiment un cadeau que la WWE nous a proposé. On parle de la carrière de John Cena, on parle du catch moderne, hein, depuis l'époque de Hulk Hogan et des mecs qui ont plein de testostérone. Voilà. Et c'était un cadeau, franchement, j'arrive même pas à trouver les mots. Je pense que les gens qui sont plus accoutumés de tout ce qui est audiovisuel et tout ce qui est peut-être cinéma pourront peut-être mieux me comprendre. Pas du tout que je dénigre les fans de catch, pas du tout, mais quand on a un point de vue, je trouve, plus production audiovisuelle, raconter une réelle histoire, ce segment-là, parce que je vais plus l'appeler un segment qu'un match, pour moi c'est un 5 étoiles, hein, du côté de WWE, et forcément mes attentes étaient assez hautes concernant ce match. Je savais très bien qu'ils allaient pas faire un segment ou un match cinématique, parce que bien sûr on a le retour du public, donc on va essayer d'en profiter un maximum, mais je m'attendais à ce qu'on ait quand même quelque chose, pas de similaire, mais un petit peu dans le même moule, où on parle de Randy Orton, de toute sa carrière, de ce qui lui a fait défaut, qu'on puisse parler de choses backstage, hein, comme le fait que ça a été un moment quelqu'un d'assez horrible dans les vestiaires, voilà, mais pas du tout, le match était pas du tout concentré sur ça. Le match était un match de catch, pardon, très classique, et rien de plus, voilà, rien de plus. On s'est concentré surtout sur la fin et sur The Fiend, et ça m'a un petit peu déçu. Bon, on va passer à la vitesse supérieure. J'ai déjà 10 minutes, j'ai parlé que d'un seul match. On a eu un segment dans les vestiaires avec Eric Bischoff, Hulk Hogan et Titus O'Neil, Bayley qui vient pour un petit peu gratter l'amitié. Bayley a fait un travail incroyable, hein, durant ce WrestleMania, alors qu'elle n'avait pas du tout de programme. J'ai trouvé ça très très cool, donc je préfère le préciser, parce que c'était
tout à son honneur. Le deuxième combat, c'était comme la nuit dernière, hein, c'était un combat avec des femmes par équipe, c'était les ceintures de championne par équipe féminine qui étaient défendues par Nia Jax et Shayna Baszler contre Natalya et Tamina, qui avaient remporté le match hier. Match, je vous avoue, qui, sur le papier, m'intéressait pas du tout, parce que j'ai du mal avec les deux équipes, même si je l'ai dit dans ma critique précédente. Natalya et Tamina commencent à vraiment m'intéresser. Donc on va voir ce que ça vaut. Et le match m'a réussi à m'emballer à certains moments. Mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire, durant tout ce combat, putain, c'est vraiment dommage ce qui se passe avec Shayna Baszler, parce que c'est pour moi l'un des talents les plus... pas sous-estimés, parce que je pense que les gens se rendent compte à quel point elle est douée, mais pas très bien utilisée, voilà. Pas très bien utilisée pendant tout ce qu'elle fait, c'est très cool, c'est très impactant. Il y a un coup de genou d'ailleurs, hein, qui a deux doigts de casser une dent de Natalya. Mais voilà, la meuf est méga legit. Dès qu'elle fait un move, j'y crois, quoi. Je me dis, putain, c'est super bon. Et je trouve que c'est dommage qu'elle soit bloquée dans cette division par équipe, et surtout avec cette équipe avec Nia Jax, qui est clairement une équipe semi-comique, semi-badass. Et je trouve ça dommage parce que pour moi, Shayna Baszler, le côté comédie, j'arrive pas à prendre. Peut-être que ça va arriver au fur et à mesure du temps, mais j'arrive toujours pas à prendre. Il y a également le moment où Shayna Baszler brise la cheville de Natalya, qui est vraiment incroyable. Elle donne ce magnifique coup de pied directement dans la cheville de Natalya, tout simplement. C'était super cool. Le match, c'est un match assez classique, ça fonctionne très très bien quand même. Ça a réussi à m'emballer. Alors qu'à la base, c'était pas du tout fait pour. Mais voilà, c'était super cool. C'est une victoire bien sûr de Nia Jax et de Shayna Baszler, pas très étonnant. Natalya qui, toujours aussi bête apparemment, n'arrive pas à comprendre que Nia Jax n'est pas la femme légale sur le ring, donc du coup elle porte son sharpshooter, et Shayna Baszler arrive pour en profiter, porter son coquina clutch directement pour la faire abandonner. Match très classique, ça a bien fonctionné avec moi. On a hâte de voir la suite autour de sa division, parce que ça peut commencer à m'intéresser, je trouve. Chose qui n'était pas forcément de base bien partie. Voilà. Le match suivant, c'est un match, j'en reviendrai surtout vraiment à la fin de cette critique sur des défauts un petit peu inhérents que j'ai trouvé à ces deux nuits, en tout cas, sur WrestleMania dans sa globalité. Le prochain match, du coup, c'est Sami Zayn contre Kevin Owens. Logan Paul qui est venu un petit peu faire sa promo, j'imagine, qui est venu là pour regarder le match. Voilà, Kevin Owens, Sami Zayn, hein, grosse histoire entre les deux, je pense que la plupart des gens le savent. Les deux sont des meilleurs amis, hein, ils sont catchés depuis le début ensemble, donc forcément on savait que ça allait donner un bon match. D'ailleurs je pense que c'est pour ça que ce programme a été décidé à la dernière minute, parce qu'on s'est dit attends, il faut réussir à mettre Sami Zayn, parce que là il commence à être très très important et les gens commencent à bien accrocher avec son personnage. Kevin Owens c'est un mec qui est très important dans le roster de SmackDown. Et voilà, il faut créer un truc autour des deux, donc j'imagine qu'ils ont créé un programme à la va-vite, qui moi m'a pas du tout convaincu, alors que j'adore les deux catcheurs. Le match en lui-même était super bon, mais je pense qu'avec une bonne réalité autour, ça aurait pu être incroyable. Ils ont eu 10 minutes, hein, à peine 10 minutes, ils ont réussi à faire l'affaire, j'en doutais pas du tout, hein. Je sais très bien ce dont sont capables les deux catcheurs, donc à aucun moment je doutais de la qualité du match in-ring, c'est pas du tout ça mon problème. Je l'ai bien précisé d'ailleurs sur Twitter, hein, j'avais partagé un petit peu mon avis sur le manque de construction de cette carte de WrestleMania. Mais pour moi, le réel problème, c'est la construction. Voilà, c'est pas le match en lui-même, hein, que les matchs soient vraiment super bons ou juste corrects. À aucun moment je regarde la WWE pour voir des matchs 5 étoiles à chaque fois. C'est pas du tout ça le problème. Moi, ce que j'aimerais juste, c'est qu'avec tout le travail qu'a la WWE, et Dieu sait tout ce qu'ils ont comme travail à faire, qui puissent créer des choses cohérentes et pas forcément des choses qui datent d'il y a 6 mois, hein, c'est pas du tout ça ce que je dis, mais des choses qui sortent pas de nulle part et qui n'ont pas aucun sens. Voilà, c'est tout. Et le match pour moi, Kevin Owens contre Sami Zayn, n'a aucun sens. Si on avait été logique dans la carte de WrestleMania, on aurait eu un Kevin Owens contre Jey Uso lors de la première nuit en Falls Count Anywhere, donc le tomber peut se faire partout. Et voilà, pour moi c'est ce qu'il y avait de plus logique. Depuis le début d'année, on nous bassine avec Kevin Owens qui se fait avoir par Roman Reigns et surtout par Jey Uso. Et d'un seul coup, 2 semaines avant le WrestleMania, ça change de programme. J'ai pas compris du tout pourquoi. Donc forcément, quand tu comprends pas pourquoi le match a lieu, difficile de s'y investir.
Et là, pour moi, le match Sami Zayn contre Kevin Owens, c'était juste un match classique d'un Raw SmackDown. Ça n'avait pas forcément sa place en WrestleMania, même si le match est bon, je le préfère le préciser. Hein. J'ai pas du tout détesté le match, mais il y a un réel manque d'intérêt et surtout de cohérence autour de ce programme-là. La chose à noter quand même qui était pour moi cool, même si je déteste Logan Paul, attention, c'est pas quelqu'un de très bien, hein. Je pense que les gens qui suivent un petit peu YouTube savent pourquoi. Mais Logan Paul qui à la fin du match vient pousser en gros Sami Zayn et dire non, Kevin Owens il a gagné, c'est lui le meilleur. Je trouvais ça peut-être bête, mais c'est quand même super cool parce que du coup Sami Zayn passe un petit peu pour le mec qui s'est fait avoir par le mec qui l'avait invité et Logan Paul passe pour un gros connard. On voit d'ailleurs un petit peu que Kevin Owens a un petit peu pitié de Sami Zayn quand il part. C'était bien joué, c'était super bien joué. Sami Zayn du coup qui se fait jeter au sol et qui préfère partir, et Logan Paul qui essaye de célébrer avec Kevin Owens, mais bien sûr il se prend un stunner. Il vend super bien le stunner. Logan Paul vend super bien le stunner. C'est assez impressionnant, je me suis dit putain, j'ai l'impression qu'il s'est pris une balle. C'était impressionnant. Donc voilà, on finit avec bien sûr Kevin Owens qui célèbre et toute la foule l'applaudit parce que bien sûr Logan Paul, personne ne l'aime d'ailleurs, il s'est bien fait huer durant son entrée. C'était très plaisant. Merci, merci l'univers de la WWE. Le segment suivant, c'était Matt Riddle qui se préparait pour son match pour la ceinture des États-Unis, le champion des États-Unis, je le rappelle. Il croise le Great Khali dans les vestiaires, voilà, petite promo marrante avec le personnage de Matt Riddle, toujours un petit peu décalé. On a Rob Van Dam qui arrive, alors là vraiment je me suis dit c'est vraiment génial. Rob Van Dam qui donne des feuilles pour rouler sa clope aux deux, j'ai trouvé ça super marrant. C'est le genre de segment qui est tout public et qui fonctionne sur moi parce que je trouve ça juste méga drôle. On joue avec le fait bien sûr que Rob Van Dam et Matt Riddle soient tous les deux des fumeurs de marijuana avérés. Et le fait que d'ailleurs le Great Khali soit totalement à côté. Voilà, il est totalement à côté, il parle même pas d'ailleurs anglais hein, dans cette promo. Je trouvais ça vraiment super marrant. Donc ça me fait rire. Voilà, le duo Matt Riddle, Rob Van Dam me fait vraiment mourir de rire. Le match suivant, du coup, forcément, c'était le match pour le titre des États-Unis. Sheamus qui arrive avec cette magnifique caméra 8K d'ailleurs. Hein. On l'a pas vu, il me semble, pendant la première nuit, mais là on a une caméra 8K comme lors du Royal Rumble, il me semble, hein, c'était là. Et on a ensuite Matt Riddle qui arrive, toujours en claquette trottinette. Voilà, j'accroche pas du tout à tout ce qu'ils mettent autour du personnage de Riddle. D'ailleurs, j'arrive pas à m'y faire qu'il s'appelle Riddle et plus Matt Riddle. Parce que c'est quand même son nom de famille, hein. Voilà, faut pas déconner. Voilà, il arrive et puis il y a les oiseaux qui sortent là, je comprends pas ce qui se passe avec ces oiseaux, qui d'ailleurs sont décalés, hein, donc merci la production de Kevin Dunn qui arrive pas à balancer les oiseaux en même temps que les claquettes s'envolent. Ça on en passe, mais bon voilà. Le match, honnêtement, le match pour de vrai, c'est peut-être l'un des matchs, voire peut-être même le match, j'ai pas du tout calculé, mais c'est peut-être le match que j'ai préféré le plus de cette nuit 2. Il est très simple, très impactant, les deux se mettent vraiment des grosses beignes, ou des gros coups de pied si on préfère. Dans la gueule, c'est impactant, c'est super cool. Matt Riddle, excusez-moi, apporte ce petit côté dynamique qui fait peut-être un petit peu défaut à Sheamus, et Sheamus il apporte ce côté vraiment brutal. C'était super cool, c'était vraiment super cool. Franchement voilà, je vous invite à aller voir ce match-là. C'est un très bon match de mid-card, et surtout ça fonctionne super bien avec moi. On a Riddle qui a fait une petite provocation à Goldberg en portant le jackhammer. D'ailleurs au début il a essayé de le porter et puis il l'a rabattu au sol parce qu'il n'arrivait pas à porter Sheamus, et ensuite il le porte vraiment. J'ai trouvé ça super cool. C'était, voilà, Riddle c'est pour le genre de choses que j'aime. Riddle c'est pour ces petits pics, voilà, qu'il fait toujours en tout bien tout honneur, hein. Et on sait très bien que dans les vestiaires il a déjà parlé à Goldberg et avec Brock Lesnar pour un petit peu essayer de calmer le jeu, parce qu'il en profite sur les réseaux sociaux du fait qu'on soit libre, parce qu'il y a beaucoup de gens hein, qui profitent que sur les réseaux sociaux on soit libre pour se permettre des choses. Et voilà, Riddle, c'est la bonne ambiance, c'est cool. On a ensuite Riddle, d'ailleurs, un spot que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est Matt Riddle qui fait du coup un salto avant, part sur Trem Cord. Je me suis dit, putain, il part sur un Eggman Clothesline, là, comme Adam Page, du côté d'AEW. Et il se fait accueillir dès son arrivée par un coup de genou, mais horrible, de la part de Sheamus, qui claque dans toute l'arène. Là, la foule a crié, hein. C'était vraiment super intense. Voilà, Sheamus qui lui aussi, pour le coup, hein, comme Randy Orton, commence à apporter ce côté vétéran hein, du catch WWE, et ça marche super bien. Les deux, franchement, ont fait une super prestation. On a eu peur à un moment, hein, je pense qu'on a tous eu peur, au moment où Sheamus a failli porter son White Noise du haut de la troisième corde, et qu'il a glissé. Je me suis dit, oulala, on a failli aller très loin. Heureusement, plus de peur que de mal,
il le ramène et puis il le porte finalement au sol, un classique. Voilà, mais on a eu très très peur. J'ai eu vraiment peur qu'il glisse depuis la troisième corde, ça aurait pu être horrible. Voilà, le match se termine avec un Matt Riddle qui tente un moonsault depuis la deuxième corde directement sur Sheamus, et Sheamus qui l'accueille avec son pied-bouche, voilà, son bro kick directement dans la bouche, et Riddle qui finit la bouche en sang. Très belle image, Riddle qui fait une super prestation. J'ai hâte de voir la suite, j'espère qu'il va continuer à faire des bons matchs et être crédible, à pas passer juste pour le comédie caractère. Mais voilà, Sheamus qui, pour le coup, lui, a son, on va dire, lot de consolation, si je peux le dire, de toute cette réalité qu'il a perdue contre Drew McIntyre, qui se fait marcher dessus d'ailleurs plusieurs fois. Mais voilà, Sheamus passe pour quelqu'un de super crédible grâce à ce match-là, donc c'est cool. Et surtout, les deux ont fait une super prestation, donc vraiment, comme je vous l'ai dit, je vous invite à aller voir ce match-là si vous ne l'avez pas vu. Le prochain match, c'est un match pour le titre intercontinental. Biggie défend sa ceinture, et d'ailleurs, avec sa magnifique arrivée chantée par Wally, le rappeur, c'était une super entrée. J'ai pas pu m'empêcher d'ailleurs de me dire pendant toutes ces entrées que Biggie c'était quand même peut-être l'une des meilleures superstars WWE, et je précise bien superstar et pas catcheur, attention, parce que le mec a tout. Le mec est apprécié de ses collègues, ce qui est déjà important, il faut quand même le dire. Il est dans une forme physique assez incroyable depuis le début de sa carrière, d'ailleurs je pense qu'il le prouve, hein, il est vraiment dans une forme physique assez incroyable. Il a ce côté comédie qui marche très très bien du côté de WWE, c'est aussi pour ça qu'on les engage les mecs. Et le mec est divertissant, il sait bien se placer, il sait bien faire réagir la foule, il est bon micro, le mec est méga complet. Donc pour moi je pense que c'est vraiment l'une des meilleures superstars WWE actuellement. Ça fait plaisir en tout cas d'avoir ce genre de personnage, je pense, dans sa compagnie. Je pense qu'il faut miser sur ce genre de personne, hein, pour vraiment se dire merci à Biggie d'être là. Apollo Crews du coup qui arrive pour ce match qui est, je rappelle, un Nigerian drum match, donc un match du tambour nigérien. Les tambours n'ont pas du tout été utilisés durant cette confrontation, je préfère le préciser tout de suite. Mais voilà, c'était un match très rapide. Il me semble qu'il a duré même pas 10 minutes, c'était un match très rapide mais très impactant, et je trouvais ça cool. Je trouvais ça cool qu'on s'étende pas sur plus de 10 minutes avec les deux catcheurs, tout simplement parce qu'on a déjà eu des matchs entre les deux, qui n'étaient pas des matchs no disqualification, parce que le Nigerian Drum Match c'est quand même un match sans disqualification. Mais je me disais, on a déjà vu les deux combats dans ces matchs classiques qui étaient très bons. J'ai pas envie qu'on passe encore 20 minutes sur les deux là, ça risque de me perdre, et le match m'a jamais perdu. Le match m'a jamais perdu parce qu'il a été impactant, il a été rapide, il a été vif. Il a été super impactant, parce qu'il y a quand même eu ces spots à l'extérieur qui sont assez affreux. Déjà le spear de Biggie à l'extérieur entre la deuxième et troisième corde est toujours méga impressionnant, mais ensuite le coup, le coup sur le... déjà on a Death Valley Driver d'Apollo Crews sur le bord du ring, et ça c'est toujours impressionnant à voir. Mais surtout, on a un Uranagi de la part de Biggie directement sur les escaliers en acier qui étaient posés devant le ring. Et c'était brutal de chez brutal. Apollo Crews y rebondit, ce qui n'est pas censé être le cas sur un corps humain classique, je le rappelle. Mais voilà, Apollo Crews arrive après à reprendre l'avantage, tente son frog splash depuis la troisième corde, mais se fait contrer. Enfin, en tout cas, Biggie l'évite, et du coup, il sort, hein. Pas il l'évite, il vole, bien sûr. Je me fais des blagues tout seul, vraiment, je suis mort de rire. Et du coup, forcément, Apollo Crews passe à travers la table. Biggie le récupère, porte son big ending, et là on a qui? On a Dabba-Kato, l'ancien membre du Raw Underground, il me semble, hein, et il a catché également, il me semble, du côté de NXT, fut un temps, qui arrive pour porter sa finisher, qui est un Samoan Spike, un petit peu comme Umaga. Faut regretter Umaga, ça m'a fait plaisir de voir cette prise-là, avant de porter un chokeslam, et Apollo Crews fait le tomber pour devenir le nouveau champion intercontinental. Honnêtement, je m'attendais à une arrivée de quelqu'un, tout simplement parce que dans l'histoire, qui est très bien racontée encore une fois entre les deux, Apollo Crews n'arrive pas à faire la différence contre Biggie, et forcément même avec un Nigerian Drum Match, on pourrait se dire, Apollo Crews a besoin de plus, et a besoin peut-être de quelqu'un pour faire la différence contre Biggie, ça a été le cas. Donc je m'y attendais honnêtement, mais je suis très content de voir cette association, Dabba-Kato qui va sans doute arriver avec un nouveau personnage, qui semble être un petit peu inspiré des gardes du corps qu'avait Apollo Crews depuis son heel turn et son personnage de Nigérien. Voilà, je pense qu'il va être une sorte de membre de la garde royale, quelque chose comme ça peut être super cool, mais en tout cas ça m'accroche. J'ai hâte de voir Dabba-Kato parce que je trouve qu'il est très charismatique et qu'il en impose un max. Je pense que sur un ring, honnêtement, c'est pas non plus incroyable, mais en tout cas ça passe très bien. Donc voilà. On a l'introduction des Hall of Famers de cette année. Pas grand chose à dire, hein. Kane qui fait les flammes, bien sûr, toujours, le maire Kane qui est là.
Voilà, pas grand chose à dire. Le match suivant, c'était le match pour la ceinture féminine de Raw. C'était Rhea Ripley qui allait affronter Asuka. Rhea Ripley qui se fait introduire sur l'entrée musicale. Voilà, on a des entrées musicales aussi, ça fait plaisir. C'était certes pas incroyable, mais c'était très très correct. Rhea Ripley, c'est une badass née. J'ai regardé ce match avec du coup ma conjointe Megan. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la fin de la vidéo précédente parce que j'ai fait une annonce par rapport à ça. Oui, je fais de la pub, voilà, on fait des vues comme on peut. Et du coup, voilà, Rhea Ripley, c'est quelqu'un que je suis depuis le Mae Young Classic numéro 1. Et que dès que je l'ai vu, je me suis dit, elle est incroyable. Megan d'ailleurs précisé qu'à l'époque, je l'avais saoulée avec Rhea Ripley. Donc, arrivé jusqu'ici, moi, ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait chaud au cœur. J'ai l'impression voilà, que c'était un petit peu un pote à moi voilà, qui arrivait en main event de WrestleMania. Alors qu'on se connaît pas du tout. Mais voilà, quand on suit des catcheurs ou des catcheuses depuis limite leur début de carrière, en tout cas depuis très longtemps, on a toujours un petit peu ce côté, on est fier quand ils arrivent en haut du tableau. Et c'est l'effet que ça me fait avec Rhea Ripley, qui a prouvé d'ailleurs qu'elle méritait d'être en haut du tableau. Asuka qui arrive toujours magnifiquement impeccable, hein, l'empreuse, comment ça se dit en français, je ne sais pas, The Empress en anglais, qui arrive, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il continue à l'appeler The Empress of Tomorrow, parce que actuellement c'est quand même la championne. Voilà, un match très correct, hein. Franchement les deux se donnent vraiment du mal. Rhea Ripley, même si porte des coups qui sont quand même pas forcément super violents, réussit à être impactante dans son catch. Asuka qui vend super bien le fait que Rhea Ripley est ultra dominante physiquement et arrive à faire, avec ses retours, à apporter aussi ce côté athlétique et dynamique. Ça a super bien fonctionné. C'était très cool. Je m'y attendais pas à la fin. La fin était très très brutale, où Rhea Ripley se prend des coups de pied au sol de Asuka et continue à lui dire vas-y, envoie. Elle évite un de ses coups de pied, elle porte son whiptile et pour le tomber 1, 2, 3. Alors là j'étais sur le cul. Le spot bien sûr, hein, je pense que vous l'avez vu, mais le spot du show c'est bien sûr le DDT de Asuka à l'extérieur sur Rhea Ripley, porté directement depuis le bord du ring directement à l'extérieur. Ça c'était super violent aussi. Mais la finisher est vraiment sortie très très rapidement. Apparemment l'arbitre a pas suivi parce que il y a un petit temps d'attente avant le compte de 3 et ça j'ai trouvé ça horrible. C'est le genre de truc où tu te dis putain c'est un problème de timing qui gâche un petit peu la fin. Mais la fin était quand même super cool, super impactante, c'est vraiment sorti de nulle part. Et j'ai trouvé ça super cool. Voilà, j'ai trouvé ça super cool, ça m'a étonné, hein, je vous avoue. J'ai l'habitude, je commence à avoir l'habitude, surtout du côté WWE, et dans les gros shows comme ça, où les meufs se dégagent ou les meufs ou les mecs, hein, bien sûr, se dégagent de la finisher de la personne pour ensuite, voilà, qu'on continue à faire de l'overbooking, comme on dit. Mais ça n'a pas été le cas. Là, vraiment, Rhea Ripley a réussi à faire la différence avec sa finisher en une seule fois. Et je trouve ça cool parce qu'on crédibilise la finisher de Rhea Ripley. Et je vous dis que c'est assez rare hein, en 2021 qu'on crédibilise des finishers comme ça. Donc, merci, c'était super cool. Rhea Ripley qui fait le tomber 1, 2, 3 et du coup qui devient la nouvelle championne d'Euro. On a que des nouvelles championnes féminines solo, hein, je le rappelle. Du côté de NXT, c'est Raquel Gonzalez, hein, la meilleure amie de Rhea Ripley. Du côté de SmackDown, du coup, c'est Bianca Belair, hein, l'une de mes catcheuses préférées. Et du côté de Raw, c'est maintenant Rhea Ripley qui est peut-être ma catcheuse préférée WWE actuellement. Donc c'est super cool d'ailleurs. Elles ont partagé sur les réseaux sociaux une image d'elles 3 quand elles étaient encore à l'époque d'NXT. Et du coup les trois en tout cas maintenant sont championnes majeures. Et c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable de se dire que ces femmes-là, qui sont maintenant championnes, sont le futur. Et si elles sont bien traitées du côté de WWE, seront le futur de la compagnie pour sûr. Parce que les trois sont incroyables. Raquel Gonzalez est peut-être un petit peu en dessous, parce qu'elle catch depuis un petit peu moins longtemps également, mais il y a un potentiel incroyable avec les trois catcheuses, et surtout un maximum d'argent à se faire, et je rappelle que c'est quand même ça aussi, le but de la WWE, c'est ce qu'on pourrait appeler la réalité économique. Le prochain segment, avant de passer au main event de la soirée, le segment c'était, encore une fois, Titus O'Neil et Hulk Hogan qui viennent pour un petit peu remercier tous les fans d'être là, et qui se font interrompre par Bayley qui vient parler, voilà, qui vient un petit peu les interrompre comme elle fait depuis le début de WrestleMania, et elle demande aux gens, enfin aux mecs qui s'occupent des feux d'artifice, de faire péter les feux d'artifice, et on pouvait s'attendre à une blague, on pouvait s'attendre à ce qu'il n'y ait rien qui sorte, ou alors ce qu'il y a des tout petits pétards qui sortent, mais pas du tout, il y a vraiment eu des gros pétards, c'était très bizarre, et ensuite on a les Bella Twins qui arrivent, qui d'ailleurs se font un petit peu, hein, il faut quand même noter, qui arrivent et qui détruisent Bayley, qui la frappe, voilà, comme quoi c'est vraiment des bullies, hein, les Bella, il faut les enfermer, en tout cas c'est ce que je propose pour la WWE. On passe au main event de la soirée, peut-être le match le plus attendu de la WWE, en tout cas pour cette nuit 2, ça c'est sûr.
Daniel Bryan, qui est venu s'immiscer dans cette histoire, affronte Edge, le Royal Rumble, le gagnant du Royal Rumble 2021, et le champion universel qui remet du coup sa ceinture en jeu, Roman Reigns, toujours accompagné de sa famille, de sa clique, de sa tribu, on pourrait dire, Paul Heyman et Jey Uso, qui apparemment à la bougeotte aiguë, hein, durant toute cette entrée, je crois qu'il a envie de faire pipi parce qu'il arrête pas de bouger. Voilà, un match à 3 du coup pour la ceinture universelle. Programme qui m'a bien plu depuis le début, même si je vous avoue que lors de la victoire d'Edge Royal Rumble, j'étais très très mitigé, mais heureusement Daniel Bryan est venu dans toute cette histoire pour un petit peu apporter ce côté frais, ce côté dynamique, et ce côté surtout populaire, parce que Daniel Bryan c'est quand même un gars populaire, c'est un petit peu le Mélenchon du catch, hein, Daniel Bryan. Il vient sur le ring en criant yes yes yes, voilà, c'est le Mélenchon. Daniel Mélenchon peut-être, ou Mélenchon Bryan, je ne sais pas. Le match est forcément super bon. Quand on a un match à 3, on s'attend à du dynamique. Dès le début, hein, on a Jey Uso qui porte des super kicks à Daniel Bryan et Edge à l'extérieur. Ils font un petit peu ménage. Bien sûr, vu qu'on est dans un match à 3, il n'y a pas d'esquification, donc on en profite, hein, du côté de Roman Reigns et de la tribu. On met à mal. Le match, je ne vais pas forcément vous faire du play-by-play, d'ailleurs je ne vais pas vous en faire du tout, parce que c'est pas du tout ça le but, encore une fois. Edge qui arrive du coup à se défaire de Jey Uso à l'extérieur en lui portant un magnifique Unplayer DDT ou un Execution sur les escaliers en acier qui ont bien été utilisés, hein, durant cette deuxième nuit. Et ensuite, après avoir réussi à mettre de côté Roman Reigns, Daniel Bryan et Edge s'affrontent sur le ring pour un petit peu avoir un match assez classique entre les deux, on va dire, mais qui fonctionne bien. Bien sûr, Roman Reigns va revenir à fur et à mesure du match pour un petit peu redominer la chose. Et c'était très très violent. Voilà, Roman Reigns qui porte un powerbomb à l'extérieur, directement depuis la chaise, directement sur la table des commentateurs à Daniel Bryan. Ça, c'était vraiment super bien joué, c'était d'une violence. Ensuite il commence à célébrer, voilà, pour un petit peu provoquer le public. D'ailleurs il se fait huer, hein. Roman Reigns se fait vraiment beaucoup huer durant ce combat, et je suis content. J'avais peur qu'il se fasse applaudir, mais non, il se fait vraiment huer. Voilà, donc du coup il en profite pour un petit peu provoquer la foule, et se prend un spear de Edge qui était sur le côté directement depuis les escaliers, depuis en tout cas la deuxième marche de l'escalier, et c'était super bien joué, c'était bien vendu en tout cas, vraiment super impactant, c'était cool. Le spot aussi que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'était le double spear de Roman Reigns et Edge, pas un double spear sur Daniel Bryan bien sûr, mais les deux voulaient porter le spear en même temps, donc du coup ils se cognent directement l'épaule, et c'était super cool. J'ai vraiment aimé, c'est con, hein, mais c'est pour ce genre de truc d'ailleurs que j'avais envie de voir à l'époque, le Roman Reigns Goldberg, parce que c'est des spots que je trouve vraiment super cool à voir, et surtout que je sais que WWE peut réussir à mettre en avant ce spot d'une belle manière. On a eu aussi un powerbomb de Roman Reigns sur Daniel Bryan et directement sur Edge qui était par terre couché sur le ring. Ça aussi c'était super cool. Voilà. Bien sûr, après que Daniel Bryan soit passé à travers la table, Edge et Roman Reigns remontent sur le ring pour un petit peu se provoquer et faire leur 1 contre 1. Edge qui essaye d'utiliser une chaise, mais il n'y arrive pas, il réussit juste à récupérer la petite branche, comment on pourrait appeler ça, le pied, tout simplement, le pied de cette chaise, et porte un crossface, hommage au feu gros gâté Chris Benoit. Et ensuite on a Daniel Bryan qui revient, qui porte son Yes Lock aussi en même temps sur Roman Reigns, ça c'est super cool. Et les deux commencent à s'embrouiller, hein. Edge et Daniel Bryan commencent à s'embrouiller, se porter des coups de tête super violents. Et à ce moment-là, chose qui m'a vraiment beaucoup étonné, Daniel Bryan commence à jouer le heel, il joue le méchant, où il commence à frapper Edge, et qui lui prend, à ce moment-là, il lui prend les deux bras, et commence à provoquer en lui disant « Ah ouais, tu t'es blessé à la nuque, c'est à cause de ça que t'as pu plus catcher, on va voir si elle tient ta nuque », et il commence à porter des coups de pied méga violents dans la nuque, enfin en tout cas dans le cou, et j'ai trouvé ça, mais très étrange, mais très cool, parce que pour le coup, Edge et Daniel Bryan, durant ce combat, ont pas forcément été des babyface, ils ont été très dans l'entre-deux, voilà, ils ont été à des moments super violents, ils sont provoqués, ils sont insultés, et ça a super bien fonctionné sur moi. Donc voilà, la fin du match, c'est Edge qui reprend l'avantage avec ses coups de chaise, il porte un magnifique concerto sur Daniel Bryan, hein, bien sûr, donc la chaise, enfin un coup de chaise entre deux chaises directement avec la tête. Et ensuite on a Jey Uso qui revient pour un petit peu mettre à mal Edge, il se prend un spear très rapidement, mais Roman Reigns en profite pour porter un spear ensuite à Roman Reigns, Roman Reigns profite pour porter un spear sur Edge, et récupérer une chaise pour lui également faire un concerto sur la nuque d'Edge, hein, qui est le point faible je rappelle, et ensuite il récupère le corps totalement détruit d'Edge pour le mettre sur Daniel Bryan, et porter un tombé sur les deux en même temps, pour imposer sa domination, et dire aux gens, j'ai battu les deux, il n'y a
aucune contestation possible, pardon. Et c'était trop bien joué. Je m'attendais pas forcément à une fin comme ça, mais Roman Reigns sort vraiment méga dominant. Je trouve ça toujours dommage que Roman Reigns se serve un petit peu de Jey Uso pour remporter la victoire. Parce que pour moi, Roman Reigns n'a pas forcément besoin de ça. J'ai déjà dit à l'époque de son heel turn sur des vidéos précédentes. Mais Roman Reigns n'a pas forcément besoin d'avoir des interventions dans son match, en tout cas en sa faveur, pour passer pour un méchant. Le mec est déjà hué. Et je comprends toujours pas pourquoi d'ailleurs WWE arrive pas à faire des heels qui sont ultra dominants, mais qui sont juste méchants et forts en fait. Ils sont forcément... que les babyface soient un petit peu bêtes et que les méchants soient tricheurs. Ça c'est un truc avec lequel j'ai un petit peu de mal du côté de WWE. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce combat, surtout par le fait que Daniel Bryan et Edge étaient vraiment dans le gris, j'ai envie d'appeler ça la zone grise. Ils n'étaient pas tout blanc ou tout noir comme on aurait pu le voir, mais vraiment ils étaient dans la zone grise, où les deux se sont mis sur la gueule alors qu'ils étaient censés être les deux babyface. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est dans ces moments-là où je me dis que le catch n'est pas manichéen, et c'est vrai que les gens ont un petit peu du mal de voir le catch pas forcément d'une manière manichéenne, mais vraiment dans une teinte de gris. Voilà, les gens sont pas forcément des heels ou des face, mais ils peuvent aussi être des twinners un peu plus heel ou des twinners un peu plus face. Et là pour le coup, Daniel Bryan et Edge ont vraiment été des twinners pour le coup, et ça a vraiment bien fonctionné avec moi, et j'ai trouvé ça super intéressant, en tout cas du côté de WWE. On termine du coup ce show avec Roman Reigns qui célèbre tel un dieu, le chef de la tribu qu'il est, avec des feux d'artifice, des explosifs de partout, la ville est en feu, les femmes enlèvent leurs culottes et les jettent sur le ring, c'était incroyable. Voilà, je vais pas conclure tout de suite, je vais parler de mon avis global de ces 2 nuits de WrestleMania. Si jamais ça vous intéresse pas, je vous invite déjà à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. À laisser un j'aime, à commenter ou à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Pour ceux qui veulent rester, on commence tout de suite. Cet avis global sur ce WrestleMania. Alors, le WrestleMania sur 2 nuits, comme on l'a eu l'année dernière, pour moi, c'est très intéressant. Très intéressant, même si je pense que la WWE doit encore prendre ses marques vis-à-vis du planning du reste de la semaine de WrestleMania, parce que c'est quand même une semaine très chargée. Et du coup, on passe outre des choses qui... certes, nous intéressaient pas beaucoup à l'époque, mais qui pour moi étaient vraiment symboliques, comme le Hall of Fame. Mais ça fonctionne super bien, tout simplement parce que on peut avoir du temps pour chaque match, c'est pas rushé, et les nuits sont digestes. On passe pas 5 heures, parce que je rappelle que WrestleMania c'était quand même 5 heures, on passe pas 5 heures de catch, la foule est pas morte au bout d'un moment. Là ça fonctionne très bien, on est sur 2 nuits, ça permet aussi de mettre en avant des rivalités qui n'auraient pas forcément eu de moments à WrestleMania, ça aussi c'est super cool. Mais pour ce WrestleMania 37, la chose sur laquelle j'ai eu le plus de mal, c'est la construction des matchs. Voilà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de construction de match. Je sais que on peut me dire que c'était peut-être des constructions foireuses, mais qu'il y avait quand même des constructions. Mais moi, je trouve qu'en fait, une construction foireuse, c'est pas une construction. C'est juste pour mettre une sorte d'intérêt au match, pour dire que ça sort pas de nulle part. Mais c'est pas une construction. Voilà, c'est mon avis, encore une fois. Je sais que beaucoup de gens ne le partageront pas. Mais il y a beaucoup de matchs sur cette carte de WrestleMania qui n'ont pas eu de construction. Et pour moi, j'ai vraiment du mal à m'investir dans un match ou dans une réalité s'il n'y a pas de construction, tout simplement. La plupart des matchs ont réussi quand même à me raconter quelque chose durant ce show, et ça m'a fait vraiment plaisir. Mais franchement, les 3/4 des combats, pour moi, manquaient d'intérêt de base, et c'est vraiment dommage. Je vais revenir, je suis désolé, je prends mes petites notes en même temps pour un petit peu revenir, pas match par match, mais assez rapidement sur la chose. Le Bobby Lashley, Drew McIntyre était super bien construit, je trouvais ça très honnête. Ça a super bien fonctionné sur moi. Le coup avec The Miz qui cash in grâce à Bobby Lashley qui du coup demande son match de championnat, ça a super bien fonctionné avec moi. Le fait que Drew McIntyre continue sa réalité avec Sheamus alors qu'il n'y a plus la ceinture en jeu jusqu'à la Fastlane, j'ai trouvé ça aussi super intéressant, ce qui est assez rare que WWE... Ils auraient pu faire un délire genre Drew McIntyre contre Bobby Lashley contre Sheamus, mais non, ils ont vraiment dit Drew McIntyre, on va le mettre crédible en finissant sa réalité contre Sheamus. Ça a super bien marché avec moi, donc pour le coup, vraiment une construction très classique, on va dire, mais qui fonctionne bien. J'ai pas besoin de rivalité 3 étoiles, j'ai vraiment besoin juste d'une construction qui me paraisse pas forcée, et surtout qui date de moins d'il y a une semaine, parce que je trouve ça un petit peu ridicule. Le tournoi qu'il y avait eu, et du coup le match féminin pour les ceintures par équipe, qu'il y a eu aussi pendant la nuit 2,
pour moi n'avait aucun intérêt. C'était vraiment juste pour mettre des femmes parce qu'on n'avait pas envie de faire une Women's Battle Royale pendant WrestleMania. Donc on a mis des femmes, mais il n'y avait aucun intérêt. Pour moi, ce qu'ils auraient dû faire, hein, je préfère dire pour moi à chaque fois parce qu'on sait jamais. Mais ils auraient vraiment dû continuer sur ce... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu détesté, mais tout ce qu'il y avait autour de Lana et Nia Jax, qui date d'il y a quelques mois maintenant, ils auraient pu, pourquoi pas, continuer en apportant du coup ce côté de Naomi qui rejoint Lana dans cette réalité, pour apporter encore plus de construction, et pourquoi pas même faire un match qui aurait pu pour moi être plus intéressant en tout cas qu'un Nia Jax et Shayna Baszler contre Tamina et Natalya, qui est certes pour mettre en avant Natalya et Tamina, mais je trouve pas forcément que ce soit le plus pertinent à ce moment-là. Mais j'aurais vraiment préféré que ce soit Lana et Naomi à la place de Natalya et Tamina, et qu'on aurait pu du coup d'ailleurs faire un petit peu rapport avec ces spots où Nia Jax passait Lana à travers la table. Ça aurait pu être super cool, pourquoi pas même mettre un WrestleMania moment, comme on aime bien faire, hein, où Lana et Naomi remportent les ceintures par équipe, même si c'est pas forcément pour longtemps, c'est pas grave, mais pour moi ça aurait vraiment eu beaucoup plus d'impact, et ça aurait permis pour moi de raconter quelque chose de plus que mettre des équipes pour mettre des équipes. Ce qui m'a pas emballé, je pense, a pas emballé beaucoup de monde, parce que d'ailleurs les matchs n'étaient pas non plus vraiment incroyables. Voilà. Le Cesaro Seth Rollins, c'était vraiment une construction très classique. On a commencé quand même à voir, en tout cas moi je trouve, on a commencé à voir les limites de Cesaro micro, hein, il est vraiment pas très à l'aise, voilà, il fait la chose, c'est pas le problème, mais on a du mal à ressentir vraiment de la chose impactante dans ses paroles. On a vraiment l'impression que lui, il récite le script WWE, et pas plus, mais le match en lui-même est très très bon. Je trouve ça super cool, voilà, Seth Rollins et Cesaro, c'est une construction encore une fois classique depuis le retour de Seth Rollins. Certes, ça a sorti de nulle part, hein, vraiment, le moment où Seth Rollins agresse Cesaro, parce que on sait pas trop pourquoi d'ailleurs, je me rappelle même plus. Mais en tout cas, la construction après était quand même très classique, mais très efficace aussi. Donc voilà. Le AJ Styles et Omos contre le New Day, je trouve pas forcément pertinent, même si je comprends qu'il faut apporter ce côté un petit peu comédie à Omos, qui d'ailleurs commence à fonctionner super bien, mais la réalité était pas incroyable, c'était même pas une réalité pour moi, c'était vraiment juste des interactions en fait, il n'y avait pas de réalité. Le Braun Strowman et Shane McMahon, je n'en parle même pas, parce que alors là, j'ai déjà dit durant la dernière vidéo, mais il y a vraiment rien, il y a rien du tout. Shane McMahon il revient, et puis il fait son gros connard, tu sais pas pourquoi, c'est Braun Strowman sa cible, alors que le mec fait quand même 2 têtes de plus que lui. Ça n'a aucun sens, j'ai détesté. Heureusement que le match était vraiment bon, parce qu'à ce moment-là, bien sûr, hein, je préfère le préciser, mais je critique absolument pas les matchs, je critique les constructions. D'ailleurs, que les matchs soient bons ou pas, c'est pas du tout mon propos, hein. C'est vraiment les constructions en elles-mêmes des matchs qui sont là, ici, pour moi, l'objet de remise en cause, en tout cas. Le Damien Priest et Bad Bunny contre John Morrison et The Miz, c'est super efficace, ça a très bien fonctionné. C'était logique depuis l'arrivée de Bad Bunny du côté de WWE, bravo. Ils ont fait de A à Z ce qu'il fallait faire, ce qu'ils avaient prévu de faire, donc bravo. Bianca Belair, Sasha Banks, je l'ai dit dans la vidéo précédente également, mais le match m'a raconté ce que la rivalité m'a pas raconté. Donc j'ai envie de me dire, c'est le match qui sauve la chose, mais la réalité en elle-même était vraiment nulle. Franchement, elle était nulle, il n'y avait rien, il y avait une sorte de dissension entre les deux, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et j'ai vu d'ailleurs un commentaire sur Twitter qui est passé qui, moi, m'a plu, et je pense que d'ailleurs la WWE aura pu servir de ça pour créer réellement quelque chose. C'était quelqu'un qui disait, excusez-moi, c'était quelqu'un qui disait que Bianca Belair était la catcheuse que Sasha Banks rêverait d'être. Et c'est peut-être exagéré, et c'est peut-être un petit peu méchant pour Sasha Banks, parce que c'est quand même une grande catcheuse du côté de WWE, mais ils auraient pu se servir de ça pour vraiment créer une réalité où Sasha Banks commence à devenir hargneuse, et à chaque fois que Bianca Belair fait une super prestation, elle a envie de faire pareil, même quitte si elle n'y arrive pas, mais ils auraient pu faire quelque chose comme ça, où Sasha Banks devient de plus en plus agressif envers Bianca Belair, parce qu'elle voit que Bianca Belair est ultra dominante. Et le truc, c'est que le match m'a raconté ça, mais la réalité ne m'a rien raconté. La réalité, j'ai l'impression que c'était juste une embrouille de 2 collégiennes qui faisaient semblant de s'apprécier au début, et puis au bout d'un moment, on commence à se mettre sur la gueule, mais rien de plus. Et ça m'a déçu. Heureusement, comme j'ai dit, que le match sauve un petit peu la mise. La deuxième nuit, le Randy Orton et Bray Wyatt et le Fiend, c'était une réalité qui était certes étrange et a peut-être pas embarqué beaucoup de gens, mais c'était une réalité construite depuis très longtemps. Le match, pour le coup, il a fait le contraire de Bianca Belair et Sasha Banks. Le match m'a dégoûté de cette réalité.
J'imagine que c'est la fin de la réalité entre les deux, ou alors qu'on va revenir mais sur quelque chose d'autre, mais il faudrait peut-être arrêter cette réalité parce que ça fait quand même beaucoup trop longtemps qu'elle continue, et surtout pour arriver à ce résultat final, il faudrait mieux arrêter. Voilà, le match du coup par équipe féminin, je l'ai dit, hein, c'est des matchs bouche-trou, voilà, c'est des matchs bouche-trou qui racontent pas grand-chose, ça aurait pu être beaucoup mieux si ça avait été booké peut-être différemment. Le Kevin Owens contre Sami Zayn, pour moi, c'est peut-être l'une de mes plus grosses déceptions de ce WrestleMania, ça sort de nulle part, hein, vraiment, je crois que ça sort il y a 2 semaines à peine. Peut-être même pas, peut-être même une semaine avant le WrestleMania, donc je dis la semaine d'avant, du coup, pas le SmackDown juste avant WrestleMania, mais celui de la semaine d'avant. Et c'est con parce que ça sort de nulle part, comme je l'ai dit hein, durant la critique de ce match-là. Il aurait mieux fallu avoir un Kevin Owens contre Jey Uso ennuyé en Falls Count Anywhere, ça aurait été vraiment beaucoup plus logique. Mais là, vraiment, j'ai l'impression qu'ils voulaient quand même booker Sami Zayn, qu'ils se sont dit Logan Paul, ça peut être intéressant dans le lot, donc on va foutre ça là. Mais c'est dommage, parce que Kevin Owens et Sami Zayn, c'est des bons catcheurs, ils l'ont prouvé durant ce combat-là, hein, que c'était des catcheurs qui avaient une super alchimie, qui fonctionnait bien. Avec un match aussi court, ils ont réussi quand même à faire un match super correct, mais honnêtement, ça aurait pu être 10 fois mieux, juste avec du contexte. Je parle même pas sur le ring, hein, ce qu'il y a eu, mais juste avec du contexte en plus, avec une réelle rivalité construite en plus, ça aurait pu être super cool. Et en plus, Sami Zayn et Kevin Owens, je sais qu'ils ont des idées, c'est des mecs qui ont plein d'idées, ils l'ont déjà dit à plusieurs reprises. Et du côté de Ring of Honor, ils l'ont prouvé également, du côté de Pro Wrestling Area aussi. Et là, rien du tout. J'ai l'impression vraiment que c'est un truc de dernière minute pour remettre les deux, et rien du tout. Donc forcément, le match m'a pas investi, alors que j'adore les deux catcheurs. Et d'ailleurs, ce que je me suis dit, ça je l'ai pas dit durant le match là, mais ce que je me suis dit en regardant ce combat, c'est que Kevin Steen me manque. Je sais que c'est peut-être un petit peu bizarre de dire ça, parce que Kevin Steen et Kevin Owens c'est la même personne, mais Kevin Steen me manque. Pas que j'ai envie de revoir Kevin Owens ou Kevin Steen du côté de la Ring of Honor en train de galérer et tout ça, pas du tout, mais je trouvais que Kevin Steen avait un côté réellement plus viscéral dans ce qu'il proposait. Il y avait vraiment quelque chose où on se disait putain, on a envie de derrière lui, parce que le mec dégage un truc. Kevin Owens, j'ai l'impression que le mec, à quelques moments de sa carrière WWE, peut avoir une fulgurance, peut être incroyable, mais le reste de sa carrière, c'est classico. C'est très classique. Donc voilà. Et surtout, j'ai envie de dire, c'est aussi l'ancienne musique de Kevin Steen qui me manque, parce que on aime tous un petit peu insulter Jim Cornette, hein, il faut quand même l'avouer. Du coup, le combat suivant, c'était quoi? C'était Matt Riddle contre Sheamus, qui pour le coup a une construction très classique, mais qui fonctionne bien. C'est, on va dire, du classico pour fournir une bonne prestation. Le match en lui-même était super cool, et ça aussi, c'est le genre de choses qui, pour moi, rattrape la réalité globale, on va dire, de la chose, même si on n'a pas eu réellement autre chose que Riddle qui est un petit peu con, et Sheamus qui a envie de le massacrer, parce que déjà, il sort d'une défaite contre Drew McIntyre, et surtout parce que Riddle est, on l'avoue quand même, assez insupportable. Apollo Crews contre Biggie, c'était super cool. La rivalité a bien fonctionné. Apollo Crews qui n'arrive pas à faire la différence contre Biggie, qui du coup commence à prendre de l'attitude à son nouveau personnage de heel qui fonctionne bien, et ce match-là en tout cas, est vraiment dans la digne lignée de la réalité. Donc Apollo Crews qui n'arrive pas à faire la différence, et du coup forcément il a besoin d'autre chose. Là c'était pas forcément que la stipulation dont il avait besoin, mais c'était surtout d'un acolyte, et ça a super bien fonctionné, donc bravo. Rhea Ripley contre Asuka, j'adore les deux catcheuses, hein, je suis vraiment désolé de dire ça, mais la construction n'existe pas. Rhea Ripley qui arrive et qui dit je veux un match pour la ceinture, Asuka qui dit ok, c'était nul. Je sais très bien que normalement ça devait être Charlotte Flair, mais elle a été covidée au moment où il devait y avoir cette réalité. Asuka était absente à cause de blessures, il me semble. Mais honnêtement, il y avait 10 fois mieux à faire. Pourquoi Rhea Ripley n'est pas arrivée après le Royal Rumble, parce qu'elle est quand même partie d'NXT depuis un moment. Pourquoi elle n'est pas arrivée après le Royal Rumble, qu'elle a fait son petit bonhomme de chemin du côté de Raw, tout simplement. Et si réellement on voulait mettre de l'intérêt autour de ça, il savait que Charlotte Flair était en gros covidée. Voilà. Pourquoi à Fastlane on n'a pas eu un match con, hein, mais ça aurait pu le faire le taf. Rhea Ripley contre Peyton Royce, parce que Peyton Royce était aussi rentré dans l'équation avec Charlotte Flair. Pourquoi on n'a pas eu un match entre les deux pour déterminer la challenge numéro 1, ce qui aurait juste justifié le fait que Rhea Ripley ait un match contre Asuka à WrestleMania. C'est con, hein, c'est totalement con, mais ça aurait fait le taf. C'est une construction simple, mais super efficace. Mais là, non, on a préféré ne pas avoir de construction. Ils ont essayé de nous faire des interactions hein, lors des derniers Raw où Rhea Ripley et Asuka font équipe contre Nia Jax et Tamina et Shayna Baszler.
Et du coup, Rhea Ripley trahit un peu Asuka, mais honnêtement, franchement, qui s'en souvenait avant le début du combat? Moi, en tout cas, ça m'avait passé par la tête, mais c'est tout, mais il n'y avait rien. C'était vraiment juste histoire de mettre des images pour faire le clip, c'est tout. Il n'y avait rien du tout, c'est vraiment super dommage. Et du coup, le dernier combat, hein, le match triple menace entre Roman Reigns, Daniel Bryan et Edge, j'ai trouvé ça de base très bizarre quand Edge a gagné le Royal Rumble, je l'ai dit lors du combat. Heureusement que Daniel Bryan est venu se greffer ensuite dessus sur le combat, mais comme je viens de le dire, il s'est greffé dessus. Enfin, en tout cas, moi je l'ai ressenti, que Daniel Bryan n'était pas prévu à la base pour avoir un match, pour être intégré à ce match-là. Et je trouve ça un petit peu dommage. Certes, ils ont fait un super travail pour le fait que Daniel Bryan rejoigne le truc, notamment à Fastlane, c'était super cool, mais honnêtement, il y avait peut-être mieux à faire. Mais comme je dis là pour le coup, je peux comprendre que les gens vont peut-être mal réagir à ce dernier match-là, parce que la réalité était super bonne, et même moi, je dois l'avouer, que même si Daniel Bryan n'était pas censé être là à la base, la réalité était super bonne, et surtout construite depuis quand même quelques temps. Donc, pour le coup, ça fait sens. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé sur tout ce que je viens de dire, hein, sur un petit peu la construction des matchs. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout d'accord avec moi, et qui me diront, si, ça a été construit durant les quelques semaines, il y a eu quelques interactions entre les deux. Mais ce que j'appelle une construction, c'est pas des interactions, c'est une construction de match où on se dit, on a envie de voir un combat entre les deux, et c'est, franchement, pour de vrai, c'est pas le cas entre tous les combats. Le truc, c'est qu'on est interloqué parce qu'on sait que c'est WrestleMania et qu'on va passer un super moment. Ça, je n'ai rien à dire. Je sais très bien que je vais regarder WrestleMania, que je vais passer un moment chouette, que je vais sans doute un petit peu rager parce qu'il y aura des décisions que j'ai pas appréciées. Le Bobby Lashley contre Drew McIntyre, moi je l'ai vraiment beaucoup apprécié, et je suis peut-être l'un des seuls apparemment, parce que j'ai écouté des critiques qui, franchement, j'étais quasiment sûr, hein, que Drew McIntyre allait pas gagner, tout simplement parce que Drew McIntyre il va pas avoir 2 fois son WrestleMania moment, même si l'année dernière c'était contre une foule, enfin c'était avec une foule vide, enfin du coup pas de foule du tout, mais je savais très bien qu'il allait pas gagner, ça aurait fait super redondant et très forcé. Et pour le coup, ils nous ont pris à contre-pied, et ça a bien fonctionné, je trouve. Et vraiment, j'ai douté à aucun moment que Bobby Lashley allait remporter cette victoire. Même si j'avais un petit peu peur qu'il gagne par triche, même si là, il y a une distraction, voilà. On se quitte ici, on se donnera rendez-vous très rapidement. La prochaine vidéo, ce sera sans doute Impact Wrestling Rebellion. J'ai hâte de voir, hein, le Race One contre Kenny Omega, ça peut être très très cool. Et bien sûr, ceux qui suivent la chaîne savent que Kenny Omega c'est mon catcheur préféré, donc j'espère qu'il va remporter toutes les ceintures parce que c'est le meilleur. Comme je dis, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. On se donne rendez-vous très rapidement, soyez toujours fiers d'être fan de catch. Bisous.